Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle émission, nouvel enregistrement de notre podcast habituel Explore ton centre. C'est le 22e, on ne nous arrête plus. Et j'ai aujourd'hui le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Liliane Charon. Alors Liliane, c'est notre responsable de l'environnement, si la dénomination est la bonne. Elle va définir elle-même de quoi il s'agit, mais c'est ce qui nous permet de créer l'ambiance nécessaire à la sérénité des pratiques qu'on fait ici, des enseignements, etc. Et puis elle a bien d'autres cordes à son arc, qui est plus une harpe qu'un arc. Et elle va nous raconter tout ça. Donc, Eliane, bonsoir. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous regarder. Voilà, donc tu fais partie du conseil, où tu gères justement tous ces aspects logistiques de la vie du centre, du cocon, si j'ose dire, parce on va sûrement parler de chaleur et de nos ennuis de chauffage. Voilà, et puis, mais aussi, il y a tout cet aspect de ta pratique à toi aussi. Donc, je te laisse te présenter, comme je fais d'habitude. T'en sais sûrement plus que moi sur toi, donc ce sera toi qui en parle. Et puis ça m'évitera de dire des bêtises, comme d'habitude. Donc je te laisse la parole pour nous exposer qui tu es, et comment tu es arrivé là, etc. Succinctement, bien sûr. Puis après, on commencera une petite conversation tous les deux. Absolument. Alors, bonjour Jean-Luc. Et d'abord, je voudrais commencer par te remercier d'avoir insisté pour que je participe à cet exercice. Et puis finalement, je te remercie parce que ce que ça m'a permis de faire, depuis quelques jours, j'ai refait un peu le tour de mon parcours, et ce que ça m'a permis de faire, c'est de revoir mes motivations au début, pourquoi j'ai cherché un centre, et toute ma démarche, finalement, mes motivations, mes craintes, mes hésitations, et pour arriver jusqu'à l'engagement. Et cette semaine, j'ai tout revisité, mon parcours, et beaucoup plus. J'ai fait des lectures, et pour ça, je t'en remercie. J'ai toujours eu une curiosité par rapport à une démarche de se demander, je suis certainement pas sur Terre pour juste passer puis finir au bout sans voir rien explorer. Alors, depuis longtemps, je me demandais, il doit bien y avoir autre chose. Mon esprit ne me permet pas d'aller aussi loin que je voudrais aller dans ma réflexion, mais il y a sûrement quelque chose. Et c'est toujours quelque chose qui m'a habité, sans trop chercher. Et finalement, j'ai commencé avec la méditation transcendantale il y a bien longtemps, quand c'était très à la mode avec les Beatles et tout. J'étais avec un groupe de psychiatres, et on a commencé à faire de la méditation transcendantale, et j'ai fait ça pendant, je n'avais jamais réalisé, mais pendant 20 ans. Mais j'avais juste reçu une instruction de méditation transcendantale par des disciples du Maharishi Mahesh Yogi, et on était vraiment laissés à nous-mêmes, là. On n'avait pas de suivi, très peu d'enseignements, on méditait avec un mantra,
Et ce que j'ai réalisé, c'est que malgré tout, je m'assoyais à tous les jours, 30 minutes par jour, seule sur mon petit radeau, pendant 20 ans quand même. Là. Alors, quand j'ai découvert Shambhala, et j'ai commencé avec Shambhala, avec un beau petit bateau bien structuré, avec un petit moteur, vraiment, j'en revenais pas et j'ai jamais eu de problème de discipline parce que pour moi, m'asseoir sur un coussin, je le faisais depuis longtemps sans trop de balises. Alors, voilà. Et j'ai commencé le niveau 1 Shambhala à Montréal. Je vivais à Ottawa, mais je cherchais à trouver un centre bouddhiste. J'étais intéressée par le bouddhisme. J'avais lu un petit peu, puis j'ai lu sur le centre Shambhala, puis je disais, oh, wow, c'est intéressant. Et ce qui m'intéressait, c'était la structure des cours, comment c'était fait. Il y avait des niveaux 1, niveau 2. Et moi, je suis très bonne élève. Là. Ça m'intéressait. Là. Je me disais, bon, ben là, je vais être pris dans un cursus de cours que je vais pouvoir suivre. Ça c'était je ne savais pas ce qu'il y avait en dessous. Hein. Et finalement, j'ai fait un niveau à Montréal niveau 1 avec Christine Guess. Et avec de mes amis de Montréal, on a fait le niveau 1 ensemble. Et je suis retournée à Ottawa et là, je les ai fait. J'ai tout fait. Là. Niveau 2, niveau 3 et les cours entre les niveaux. Et au centre de Shambhala, Ottawa. En anglais. Et je n'étais pas très bonne en anglais, je ne comprenais pas tout, mais je relisais tout. Je suivais les cours, les niveaux en anglais, et je lisais en français et je complétais mes notes en anglais, mais ça me faisait travailler beaucoup parce que j'étais obligée de les digérer et de les comprendre plus. Et j'ai tout fait mes niveaux, puis ça, c'est en 2008. Et à ce moment-là, j'étais avec une cohorte, et quand on commençait sur la voie, on faisait les niveaux 1 et 2, et j'ai entendu dans d'autres personnes qui ont témoigné de leur entrée et dans la voie, que ça nous motivait d'être avec une cohorte, on se retrouvait, et c'est vraiment, ça revient souvent. Hein? C'est comme une famille. Oui, et j'ai fait ça, et après ça, j'ai fait ça, c'était la voie du guerrier. Après ça, j'ai fait le Shambhala 2, qui s'appelait, là. J'ai tout fait ça jusqu'à l'Assemblée des guerriers. Et puis, voilà, c'était mon début dans Shambhala. Et ce qui a été déterminant dans cette démarche-là, d'abord, je trouvais que les enseignants, c'était d'une générosité, et transmettre tous ces enseignements de sagesse avec une générosité et petits pas à pas, et pour nous amener tout en bonté et en douceur. Je n'avais jamais vu ça nulle part, une démarche comme ça. Et je trouvais que la façon dont Trungpa a monté ce programme-là pour les gens qui n'étaient pas bouddhistes, c'était génial. Et ça nous donnait le temps de digérer, puis beaucoup de méditation. Avec la méditation, les enseignements, niveau par niveau, moi, ça me convenait tout à fait.
parce qu'on a une vie et on court partout, professionnel, familial, et à moi, je trouve ça nous permet de poursuivre une démarche bouddhiste, spirituelle, tout en continuant à notre vie familiale, nos obligations. Mais toi, tu as une formation soignante au départ. Moi, je suis infirmière. Et oui. Et comment ça interagit? Absolument. Puis j'aurais aimé commencer ça quand je travaillais plus au niveau dans des gros départements de psychiatrie. Là, j'aurais aimé ça. Vraiment que la méditation transcendantale m'a aidée aussi. Mais j'aurais aimé ça, mais bon, c'était pas bon. Et ce qui a été vraiment un moment vraiment marquant pour moi dans mon cheminement, c'était quand j'ai prononcé mes vœux de refuge. J'ai tellement hésité, là, puis j'hésitais, c'était Stéphane Bédard qui était mon instructeur, puis là, il me disait, là, il m'a préparé, puis là, il disait, là, c'était en fin de semaine. Là, je disais, non, j'y vais pas, je suis pas prêt, Vraiment, l'esprit est bon pour vraiment trouver toutes sortes de façons, mais vraiment, là, c'était... Et à un moment donné, il me dit, c'était la journée où on prononçait nos vœux, là, et puis là, j'étais là, non, j'y vais pas. Alors, il me dit, écoute, t'as une clôture devant toi, là, alors tu la sautes ou tu restes derrière. Puis si tu restes derrière, reste derrière. Mais si tu la sautes, tu la sautes. Ça a fait comme... Bon, alors, mais je trouve que dans mon parcours, avec tous les enseignants que j'ai rencontrés et tous les enseignements que j'ai reçus, il y a des fois comme des petites clés comme ça que les enseignants, des moyens habiles, pour nous comme nous pousser. Lui, c'est une clôture, puis il saute là. Alors, vraiment, et pourquoi j'avais tant d'hésitation, naturellement, que j'ai essayé de comprendre beaucoup, et finalement, quand je m'engage, ça c'est moi, là, mais quand je m'engage, là, c'est pour vrai. Pour vrai, puis beaucoup, puis je lâche pas, puis jusqu'à... Et je savais que... j'allais m'engager, puis j'allais m'investir. Et tout ça, ça m'a mené jusqu'à mon engagement ici à Shambhala, Montréal, au conseil. Et c'était le même engagement. Je me suis engagée dans le... À quel moment tu es arrivé à Montréal? 2015. Ah oui. On est arrivé en même temps. Ah oui? 2015. Ah. Alors, c'est ça, prendre refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha. Alors, quand on parle de explore ton centre, là, c'est, pour moi, ça fait référence à mes vœux de refuge. C'est la Sangha. J'ai commencé à m'impliquer dans la Sangha de Montréal. La Sangha, pour les gens qui ne savent pas, c'est la communauté, c'est l'ensemble des membres du centre, des membres actifs du centre. Excusez-moi, je t'écoute. Non, ça va. L'explication de texte. Alors, au moment où il a été question d'une levée de fonds pour acheter le centre ici à Montréal, déménager, et ça, c'est un projet qui m'intéressait. Je trouvais... Moi, j'aime ça de la construction, puis de l'aménagement. Et, alors, je me suis investie là-dedans à différents niveaux. Et dans la campagne
de financement. Et à ce moment-là, il y avait comme une dynamique. Là, il y avait l'énergie était vraiment... Il y avait beaucoup de gens qui s'impliquaient. L'énergie était... C'était Carole, la directrice à cette époque. Oui, et il y avait... les gens qui se sont impliqués là-dedans, tous des bénévoles, il y avait beaucoup de travail, et ça fonctionnait. C'était un super beau projet et ça a fonctionné. Et voilà, on est dans le centre quand même. Voilà. Et tu me présentais comme étant responsable de l'environnement. Je ne veux pas dire grand-chose dans le sens que c'est une... C'est le conteneur. C'est ça. Parce qu'on parle de l'environnement du centre, bien sûr. Oui. Et quand les directeurs à l'époque m'ont demandé si je voulais prendre ce poste-là qui était occupé par Massimo. Alors, j'étais tellement comme... vraiment, c'était une demande... J'étais vraiment touchée, vraiment honorée de... j'ai hésité un peu parce que, en fait, j'ai regardé un peu ça, puis je me suis dit, bon, en quoi ça consiste? Mais j'étais vraiment touchée. C'est comme si on me faisait assez confiance pour me demander ça à moi. Moi, je l'ai pris comme ça, là. Mais bon, je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Bien, je le savais un peu, mais puis en plus, quand je m'engage, je m'engage, là. Alors, je savais que je travaillerais fort. Mais j'ai pris cet engagement-là à bras-le-corps, c'est le cas de le dire. Et aussi, une fois que je me suis engagée, ma motivation à m'engager comme ça aussi, c'était, il y a eu... si on connaît l'histoire du centre Shambhala, il y a eu beaucoup de monde qui sont engagés avant moi. Puis si on va plus loin, il y a toute la lignée et on est des... C'est une continuité. Absolument. Et je me disais, mais avant moi, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Alors c'est à mon tour. Alors j'ai pris comme une course à relais, j'ai pris le bâton du relais, et je le tiens encore, et quand je vais le remettre à quelqu'un d'autre qui va continuer. Et ça, je trouve que c'est une source de motivation. Et quel rapport tu as trouvé, ou tu as ressenti, ou tu as vécu entre cet engagement-là et ta pratique? Est-ce que c'est deux choses côte à côte, ou est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Complètement intégrée. Pour moi, c'est de la méditation en action. Et moi, je préfère pratiquer en groupe, avec l'instauration des pratiques en Zoom. C'est naturellement quelque chose qui nous fait, qui nous aide, qui aide beaucoup à la pratique. Et après la COVID, il y a des programmes qui sont en Zoom. Mais ma préférence est de pratiquer au centre. Sortir de chez moi, venir pratiquer ici. Et comme c'est moi qui est responsable du contenant, du centre d'entretien, de l'environnement. Alors, je me suis fait un bel environnement. Et voilà, c'est pour répondre à à ton commentaire, c'est une très belle façon d'une méditation en action. Parce que là, je suis pas bénévole dans un centre de tricot, là, ou dans un centre communautaire d'activité. C'est un lieu sacré et
je suis là pour maintenir cette sacralité, si on peut dire, et c'est un rôle que je prends qui est important. D'écoute, c'est important et je prends ça, souvent je me dis, mais pourquoi je travaille fort comme ça? Pourquoi je vais... je travaille pas plus fort que les autres, mais c'est un rôle important, je trouve, de maintenir l'endroit comme il est, que, par exemple, en rapport à ça, il y a tout les arrangements floraux ikebana. Ça ne fait pas nécessairement partie de mes tâches, mais j'ai commencé à faire ça avec... il y a longtemps, j'avais suivi avec Christine et avec mon instructeur, Stéphane Bédard. J'ai suivi beaucoup. C'était mon instructeur, alors je le suivais partout les fins de semaine. J'ai fait beaucoup d'arrangements ikebana et quand je suis arrivée ici, mais avec Suzy, j'ai commencé à en faire avec elle et lorsqu'elle est partie, j'ai repris un peu ça, mais ça aussi, c'est une pratique. Et ça, c'est Trungpa qui a introduit ça. Un autre. L'art Shambhala, les arrangements floraux ikebana, c'est un moyen habile, là, d'une façon qui a introduit ça, là. C'est vraiment génial, là. Ça fait partie de la contemplation, en fait. C'est se relier à travers les choses, à travers les pratiques, et que ça évite d'être trop dans le mental, de pratiquer dans le mental. C'est un lien, enfin, je trouve que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est un lien entre la pratique et la spiritualité, parce que la spiritualité, si elle n'est pas dans la pratique, elle n'existe pas, en fait. On est une espèce de pur esprit. Si on n'est pas dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. J'y pense pas toujours comme ça, mais c'est sûr que, sur le coussin, on ne peut pas rester sur le coussin, on n'est pas des moines dans une grotte, là. Et c'est ça que Trungpa nous a apporté aussi, là. Et là, c'est vraiment des moyens très habiles pour pratiquer dans la contemplation, puis pratiquer dans le monde aussi, parce que c'est drôle, parce que maintenant, par exemple, quand on parle de pratique en action ou dans le monde, c'est comme cadeau de Noël, j'offre des arrangements ikebana à mes amis, mais que je fais avec elles. Alors, c'est comme... Ça va avec nos enseignements qui s'appellent la série Méditer dans la vie quotidienne. C'est une forme de méditation. Alors, je ne vais pas acheter un cadeau, je ne vais pas venir un cadeau chez Amazon. C'est tellement agréable, sympathique. On passe un moment, c'est un après-midi, on fait des arrangements floraux et tout le monde est content. Et c'est une... ma pratique... Cet engagement sur la voie, niveau par niveau, programme par programme, ça m'a apporté vraiment, je ne peux pas dire que ça a changé ma vie, je trouve ça trop cliché, c'est pas comme ça, ça m'a comme remodeler. C'est comme si la méditation bouddhiste, là, ça fait partie de ma vie de tous les jours maintenant. Ça a pris du temps, mais
c'est vraiment, ça s'approfondit à toutes les méditations presque. Et ce matin, en venant ici, je sortais du métro et il y avait des gens avec une bizarre d'allure et c'est sûr que avant j'aurais eu les cheveux puis c'est pas beau, mais maintenant c'est bon, c'est un être humain, c'est même pas, il n'y a même pas de réflexion, c'est bon, c'est comme ça. Et c'est un exemple, mais dans ma vie, ça a changé ma façon de... Assez que, même quand je m'en apercevais pas, je me transformais tranquillement. Il y a quelqu'un dans ma famille proche qui avait dit à un autre membre de la famille, observe, tu vas voir comment Lily, elle a changé. Tu vas voir, il y a quelque chose qui a changé. Et tu vois, c'était perceptible pour les gens, pas changer tant que ça, mais c'est comme des subtilités. Bon, c'est... Et là, on parle dans les choses qui vont bien et dans les choses qui vont pas bien, comme par exemple... là, je sais que tu te bats avec un système de climatisation qui est comme un cheval rétif depuis des années. Ouais. Alors, je ne te demande pas de me parler de la clim, mais de toi, par rapport à une difficulté à cette difficulté-là, est-ce que ça t'a apporté autant que les choses qui allaient bien, ou est-ce que ça t'a apporté plus ou moins, comment... Quelle comparaison tu fais entre, je parle par rapport à ta fonction dans le centre, entre les choses qui se passent toutes seules et puis les choses qui demandent une gestion de conflit, en fait, quelque part. Ouais. Ah, ça me fait travailler fort. Parce que je le fais... c'est une difficulté technique, là. C'est des trois unités de climatisation qui ne fonctionnent pas, là. Ça ne marche pas, là. Tout le temps brisé. Et ma réaction, c'était chez moi, là, je l'aurais changé, là. J'aurais changé tout le système, puis bon. Mais, là, ici, je ne peux pas faire ça, c'est pas mon budget, c'est pas mon... Et là, je suis obligée de... C'est mon budget. Alors, ça me fatigue parce que des affaires qui ne fonctionnent pas, ça m'énerve, puis je change. C'est pas long que je trouve une solution qui serait pas bonne pour les finances du centre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, non? Bon. Alors, là, c'est faire réparer des affaires, puis attendre, puis revenir, puis attendre. Alors, ça me fait travailler fort. Ça me... j'ai des décisions à prendre, mais aussi, ça me fait travailler aussi sur la confiance Bon, je reçois des techniciens, mais c'est pas mon premier... Comme disent les jeunes, aujourd'hui, c'est pas mon premier barbecue. C'est pas la première fois que j'ai quelque chose à gérer dans des... quelque chose de mécanique dans le quotidien d'une bâtisse. Mais... j'ai des comptes à rendre à d'autres personnes. Quand par ailleurs, chez moi ou ailleurs, chez quelqu'un d'autre, chez ma fille, s'il y a un problème, je le gère tout seul. Je n'ai pas besoin de rendre de compte à personne. Mais ça m'apprend beaucoup à la patience, puis demander l'avis des autres, puis... discuter. Ça, je trouve... Ça me fait travailler, mais ça m'énerve. Puis, c'est ça. Alors, justement, on
On arrive au point intéressant. Mais aussi, et ça me fait travailler le lâcher-prise beaucoup. D'ailleurs, ça me rappelle que depuis à peu près 2 mois, j'ai repris des lectures dans ma bibliothèque dans mes livres d'Arma. Je vais lire les chapitres sur le lâcher-prise. Beaucoup. Mais écoute, j'avais pas réalisé, je suis en train de réaliser que c'est peut-être... Je vais peut-être... T'es macédoine, t'as écrit beaucoup là-dessus. Bon. Alors, j'ai besoin de lâcher prise et de travailler là-dessus. C'est ça que ça me fait travailler. Mais encore, je reviens encore à la pratique de la méditation depuis le niveau 1, de tous les niveaux. Je me souviens qu'il y avait pas juste un enseignant qui nous disait, maintenant, vous êtes en train d'outiller votre coffre d'outils, de mettre des outils dans votre coffre d'outils. Vous en mettez encore, et vous avez, à la fin par exemple, la voix sacrée du guerrier, vous avez un bon coffre d'outils, puis vous partez avec ce coffre d'outils-là et vous allez vous en servir. Et c'est une belle image, je trouve. Alors, des fois, je sais pas, je suis pris dans le trafic où je fais un pneu qui a un clou dedans. J'ai un pneu qui a un clou dedans. Ça va pas bien, là. Alors, souvent, j'ai l'image que, bon, il est dans mon coffre d'outils. Non, mais dans le coffre d'outils, tu dis, bon, OK, je vais arrêter là. Mais quand on pense à ça, là, je fais référence à des images comme ça, là, mais la sagesse de ces enseignements-là, c'est inépuisable. Hein. Et dans le centre, au niveau de la Sangha, dans les membres qui fréquentent la Sangha, au niveau du conseil, et si on va plus loin au niveau de Shambhala International, il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup. Là, tu amènes le sujet sur la suite de notre entretien, c'est comment tu vois la situation alors, par rapport aux troubles que tu as décrits il y a 5 ans et la situation actuelle. Comment tu vois tu as décrit l'ambiance du centre qui s'épanouit quand même beaucoup, même s'il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Mais comment tu vois l'avenir, mais je parle pas de faire de regarder dans une boule de cristal, même si on en a une. Je parle de comment tu sens que ça évolue et comment tu vois l'évolution de notre centre et de notre lignée, là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, mais surtout, vu à partir de toi, je ne te demande pas de faire des élucubrations sociopolitiques, mais de comment tu ressens ça, toi, à partir de ton expérience, à partir de ta pratique, à partir de ton centre. Une bonne question. Une question sans réponse. Maintenant, particulièrement ces temps-ci, là, avec le chaos qu'on vit partout dans le monde, mais c'est vraiment au niveau de la planète, là. C'est pas... Et il y a beaucoup de chaos qui crée beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété qu'on ressent partout. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, on les diffuse pas parce qu'on aime... Il n'y a plus de place. Oui, il n'y a plus de place. Mais
en même temps, ce qu'on vit, on fait partie de ce chaos-là. Alors, on le vit, on n'est pas dans une boule de cristal, là. Quand on entre dans la porte rouge, la porte du centre, là, on ne vient pas de tomber dans une boule de cristal, dans un cocon. Je pense que nos questionnements, ce qui s'est passé avec les événements de Sakyong Gate, là, ça s'inscrit dans ce chaos-là, à mon avis. Actuellement, ce que je pense, c'est que ce que je sens, c'est que tout change autour de nous. Alors, on n'a pas le choix de suivre le flot de changement, mais on le sent aussi. Qu'on présente des programmes, juste au niveau de notre programmation, ce qu'on offre comme programme ici au centre, ça répond moins, on a moins de fréquentation, moins de gens que ça intéresse, ou différemment, c'est comme ça. Mais ça fait on est juste dans le changement comme le reste du monde à l'extérieur. Et moi, mon opinion à moi, puis pourquoi je m'investis et pourquoi je vais continuer de m'investir dans le centre, c'est qu'on doit offrir des opportunités de s'asseoir et de méditer dans un centre de méditation. C'est là pourquoi on est ici. Nous, on n'a pas les gens qui sont dans les gens qui méditent depuis longtemps, on n'a pas de difficulté à venir s'asseoir sur un coussin et à méditer. Et on vient et on bénéficie des enseignements. Mais les gens, on est là aussi pour offrir des plages horaires ou des programmes pour des gens, des jeunes surtout, pour qu'ils viennent méditer au centre. Et qui profitent de cet environnement-là. Et combien de fois les personnes qui arrivent pour la première fois, la deuxième fois, qui suivent un niveau, ils rentrent dans le centre et ils sont « Oh, quelle place! Ah, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que de l'extérieur ça ne paraît pas, là, mais il y a comme le centre Shambhala, c'est ça. Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va être capable d'offrir? Est-ce qu'on va être capable de maintenir des enseignements, des niveaux? Ça va certainement changer de formules, certainement, on ne peut pas. Là, on est dans des changements, on doit les adresser, mais moi, je suis très confiante parce que avec la pratique qu'on fait avec les enseignants de haut niveau qu'on a, il y en a beaucoup, mais et la sagesse des enseignements, c'est l'ouverture. Beaucoup d'ouverture, du respect, accueillir le changement. Et je pense que c'est le meilleur outil qu'on a là, dans notre boîte à outils, c'est l'ouverture. D'ailleurs, quand
quand est arrivée la période avec la crise avec le Sakyong, c'est l'ouverture qui a fait une différence, je pense. Les cercles. Oui, l'ouverture. C'est la parole, en fait. Oui, oui. C'est l'échange, la parole. Oui. L'ouverture aux autres. Oui, oui, qui a fait la différence. Ouais. Je le pense, c'est comme ça que je l'ai compris, là. Et encore, il va y avoir, là, là on sent la poussière est retombée et Sant Shambhala est ouvert pour repartir avec des, tu le sais mieux que moi, Jean-Luc, là, avec des niveaux, des rassemblements pour faire le point. Mais ça c'est très... il faut commencer à quelque part et ça commence et on sent que ça peut mener ça va mener de toute façon, de toute évidence à quelque chose. C'est une énorme mutation, c'est-à-dire on est en train de passer d'un système qui était pyramidal à un système qui est circulaire, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Ça ne se fait pas sans heure, mais tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire la sagesse qu'il y a dans la communauté, qu'on appelle la Sangha, pas seulement à Montréal, je veux dire, avec aussi ce qu'on appelle le Grand Mandala, c'est-à-dire les autres centres qu'il y a autour de nous, avec qui on est interconnectés, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Et petit à petit, il y a un grand, parce que ce à quoi tu fais référence, c'est un grand rassemblement qui a lieu l'année prochaine, fin janvier, début février, à Carmel-Chevin, où tous les responsables de tous les centres Shambhala du monde se réunissent. Enfin, le monde, il y en a surtout en Amérique du Nord, mais il y en a quand même ailleurs, et se réunissent pour justement parler de l'avenir, de comment on réorganise, on reprend la page. L'idée, c'est d'arriver là avec une page blanche, pas avec des idées qu'on va injecter, mais avec une page blanche. Et on fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu de partir d'en haut, on part du sol. Et ce que tu as décrit tout à l'heure, ça va avec, c'est pour ça que je t'ai laissé parler, parce que tu as mis la table à ça, en fait. Ça prouve que les membres, les unités qui constituent la communauté, ont fait que la communauté elle-même est devenue une entité vivante. Et c'est comme ça que vient la solution. En fait, on est les cellules d'un grand corps. Chaque cellule, c'est rien, mais avec les autres, ça fait un corps qui fait quelque chose. Et c'est un peu ça dont je voulais que tu nous parles, parce que tu étais bien placé pour ça, parce que tu es quand même notre spécialiste du contenant. Mais oui, je ne l'avais pas vu comme ça, là. Ouais. Mais tu vois, là, tu parles de page blanche et de repartir avec un concept complètement nouveau. Alors là, ça, c'est pas de la confiance, là, puis de l'ouverture, là. C'est juste ça. Alors, et avec la sagesse des enseignements qu'on a reçus, il va sortir quelque chose. Il va avoir des pages vont se remplir. Une page blanche, c'est pas partir de rien. C'est avoir un support pour que les énergies qui sont déjà là puissent créer, dessiner la calligraphie, la lettre qui va faire la vibration qui va permettre la construction de la cathédrale dans le vocabulaire de Shambhala, la construction du palais de cristal. Alors si, tu vois, il y a beaucoup d'espoir, en fait d'espoir, j'aime pas ce mot-là, mais il y a beaucoup d'ouverture là-dedans et beaucoup il n'y a pas beaucoup d'organismes qui fonctionnent comme ça. Ça, c'est Shambhala, ça, c'est bouddhiste. C'est recevoir, mettre tout en commun et laisser... C'est ça. Comme tu l'as dit, l'espoir, en fait, c'est l'antidote de la peur.
Mais il faut être au-delà de ça. Si on est au-delà de la peur, on est au-delà de l'espoir. L'espoir n'est là que s'il y a une peur. Et en revanche, si on est dans la confiance, si on est dans la page blanche, on est prêt à partir de vraiment du sol. Le sol, c'est l'image pour la construction. La page blanche, c'est l'image pour le dessin. Mais c'est partir de quelque chose où tout est possible. Tout est possible. Tous les possibles sont là. Puisque dans le blanc, il y a toutes les couleurs. C'est très intéressant. Mais on est ici pour parler de la du centre. Cherche découvrir ton centre, c'est quoi? Explore. Chercher, explorer. Explore ton centre, mais le centre, c'est tout le mandala de Shambhala. Là. Alors, moi, je trouve vraiment intéressant. C'est comme si, avec tout ce qui se passe, tout le chaos à l'intérieur, à l'extérieur, on est parti de la peur. Comment il y a de la peur partout, de tout, avec les nouvelles, la guerre, on nommera pas tout, là, mais c'est comme si on transcende ça et en confiance. C'est vraiment tout un exercice, là. C'est vraiment intéressant. Et c'est comme ça que, pour moi, soutenir un centre comme... J'ai une fonction comme les autres dans Shambhala, mais c'est pour ça que je suis là. Et tu es bien là. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin? Puisqu'on revient au début. Oui, mon mot de la fin. Partons de toi. Oui. Beaucoup de choses qui me viennent en tête. Quel temps? J'espère que les gens qui vont qui écoutent ces capsules-là, ces visionnements-là, vont être assez curieux ou assez intrigués pour venir au centre, venir s'asseoir avec nous, venir méditer. Parce que pour moi, c'est ça qu'on offre. Et aux jeunes qui pourraient bénéficier eux aussi d'apporter un coffre d'outils vide et de le remplir. Mais si des enregistrements, ces enregistrements-là peuvent servir à ça, eh bien, venez, bienvenue. On va vous faire des beaux arrangements floraux. Alors, je suis là pour rester et je suis aussi je suis un membre de Sangha heureuse et fière de cette Sangha, du centre. J'aime ton énergie, j'aime travailler avec toi. T'es stimulant, t'es plein de projets. Alors, je t'en remercie. J'en profite pour te remercier et remercier de faire en sorte que c'est toi qui as démarré ça, ces enregistrements-là. Ça aussi, c'est riche et c'est intéressant. Merci beaucoup d'être là, puis des gentilles choses que tu as dites, et des choses importantes aussi que tu as dites. Et puis, merci à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. Nous continuons. Effectivement, comme le soulignait Liliane, on avait commencé ces enregistrements pour faire deux, trois numéros, là, puis ça
il y a eu une espèce de dynamique qui est partie, et puis maintenant, ça ne s'arrête plus. Donc, on se revoit. Le prochain, ça va être au mois de décembre. Janvier. Ça va être fin décembre, début janvier, c'est ça, c'est là. Donc, traditionnellement, là, je ne reçois pas un ou une invitée, mais c'est traditionnellement les vœux du directeur. Alors là, pas en tant que personne, mais en tant que conseil et en tant que communauté de Chambalat. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans un mois. Et puis, en attendant, portez-vous bien, physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Merci. Je dis surtout merci à la personne sans qui tout cela ne serait pas possible, et notre inestimable Léo Coupal, qui est là-bas à la technique et qui est notre maître d'œuvre. Merci Léo. Bonne soirée.